Je vais commencer par tendre le micro à la SFEN qui co-organise la venue de M. Accoyer ce soir. Donc, si vous avez des questions, nous passerons le micro dans une troisième partie, après nos questions et l'intervention de M. Accoyer. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Jean-Pierre Burel, donc je suis le président du groupe ALPE de la Société française d'énergie nucléaire. La SFEN est en fait une société savante dont la mission est de transmettre le savoir, les connaissances concernant le domaine nucléaire. Et je suis tout à fait content aujourd'hui, pour la première fois, d'avoir dans nos conférences l'occasion de parler technique nucléaire avec des étudiants qui ne sont pas forcément dans le domaine. Merci. Je vais maintenant laisser le micro au Paul pour le biais d'humeur. Bonjour à tous. Je vais vous présenter le billet d'humeur de M. Accoyer, qui est une présentation satirique de l'invité politique. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous réfléchissiez tous à votre avis sur le nucléaire, à savoir si vous êtes pour son approfondissement en France ou pour son démantèlement. Mais on y reviendra par la suite. Monsieur Bernard Accoyer, vous êtes né le 12 août 1945 à Lyon. Avant de vous lancer sur la scène politique, vous suivez un parcours assez atypique. D'abord chirurgien ORL, vous avez ensuite une carrière politique longue comme les bras. Léo, tu fais quoi sur scène? Écoute, on m'a demandé de faire le billet d'humeur de monsieur Accoyer, je m'exécute. On va mettre les choses au clair. Tu n'es plus responsable du pôle rédaction presse. C'est fini, il faut raccrocher là. T'es à la retraite maintenant. D'ailleurs, t'es pas seul à devoir accrocher. 77 ans, monsieur Accoyer. Il faut penser à la retraite maintenant ou aller au Sénat, ça revient même. Donc je dis au revoir à tout le monde et je m'en vais. Oui, ça m'arrange. Bon, Léo, tu fais pitié là, je veux bien qu'on finisse celui-là ensemble. Mais après, c'est fini. Merci Hassan pour ta compassion, elle me va droit au cœur. Comme tu voulais les caméras seulement pour toi, tu ne vois pas de mal à commencer. Et on veut voir de quel bois tu te chauffes. Bonsoir. Ça fait longtemps qu'on n'est pas monté sur scène. Vous m'avez manqué. Merci à la magnifique équipe de Gémant Débat. Bravo à elle. Oula oula, Pécresse sort de ce corps. Tes meetings vont assez durer. Tu rappelles des cauchemars, Bernard. Excusez-nous, monsieur Accoyer, on a quelques problèmes à faire à Gémant Débat, mais je suis sûr que vous avez eu les mêmes à l'UMP. Excusez-moi. Reprenons donc. Vous êtes d'abord élu maire d'Annecy-le-Vieux en 1989. Mais ne va pas si vite en besogne. Il serait pertinent de préciser d'abord que rien ne vous prédestinait à une carrière politique. Déjà à 14 ans, vous annoncez à vos parents que vous souhaitez carrément quitter l'école afin de vous consacrer au dessin industriel, passionné comme vous êtes et comme vous l'êtes toujours, je pense, par l'ingénierie et la machinerie. Après avoir essuyé un refus de ses parents, le petit Bernard se dirigea vers la médecine. Mais vous garderez l'appétence pour l'invention et l'innovation. À 27 ans, vous mettez au point un implant cochléaire multicanal destiné aux sourds qui sera adopté dans le monde entier. Vous exercez par la suite en tant que chirurgien ORL à Annecy. Malgré votre carrière médicale, passionnante, excellente, la politique est un sujet qui vous tient à cœur. Et vos raisons d'y participer ont le mérite d'être très claires. Je cite, « Quand j'ai vu arriver la gauche, je me suis dit que le pays allait souffrir. J'ai pris donc une carte au RPR. Bon, le grand soir, les chars d'assaut sur les Champs-Élysées, la Red Scare en bon français, on connaît la chanson. Hein. Vous vous engagez alors dès 1989 en tant que maire d'Annecy-le-Vieux. Puis de 1993 à 2017, vous trustez le siège de député de la première circo de Haute-Savoie. 24 ans au Palais Bourbon, 24 ans de squat au Palais Bourbon, ou 24 ans de travail parlementaire tout simplement. Je laisse ça à l'appréciation du public. Vous lutterez donc contre cette gauche qui fait tant souffrir, contre cette période de la vie durant laquelle les Français sont tant éprouvés, la retraite.
contre les épuisants 35 heures, ou encore contre l'encouragement des déviances de la loi Pax et du mariage pour tous, comme vous les décrivez en 1999. D'ailleurs, au travail parlementaire, 5000 amendements contre la loi du mariage pour tous à l'époque. Bravo. En 2007, c'est la consécration. Vous êtes nommé au perchoir de l'Assemblée nationale pour un mandat de 5 ans. Durant cette mandature, vous vous distinguerez par une voix rebelle au sein de l'UMP, surtout lors de l'affaire des sondages de l'Élysée. Bon, rebelle, on va replacer ça dans le contexte. Il y avait Nicolas Sarkozy comme président. Donc, tous ceux qui ne reprenaient pas mot à mot les éléments de langage du gouvernement étaient rebelles. Néanmoins, on reste sur des classiques de droite. Le salade tomate oignon du bon député UMP. Le 35 heures, ça diminue la production de richesse. L'augmentation du SMIC, ça crée du chômage. Excusez-moi. L'âge de la retraite doit être repoussé afin de garantir la pérennité du système de retraite par répartition. Vous nous faites presque passer Hollande pour un socialiste. Laissez-moi par contre relever une anomalie sur votre page Wikipédia. Car, en faisant mes recherches, je m'attendais à trouver, comme tout bon cadre de l'UMP qui se respecte, une section traitant de vos démêlés avec la justice. Mais nada. Pas de mise en examen, pas de convocation chez le juge, pire, même pas d'enquête de Mediapart qui vous colle à la peau. Il faut vous ressaisir. Vous perdez en street cred chez les Républicains. Ce manque malheureux de déboire avec la justice ne vous empêche pas d'ailleurs de soutenir ce bon vieux Fillon. On le connaît bien, hein. Coûte que coûte lors de l'élection présidentielle de 2017. Cette date, 2017 d'ailleurs, marque la fin de votre carrière politique nationale en tant qu'élu. Vous menez depuis 2021 un nouveau combat, la défense du nucléaire. Comme vous êtes sûrement nostalgique des votes à l'Assemblée, j'aimerais qu'aujourd'hui, le public présent nous donne son avis sur le nucléaire, justement. Donc je vais vous demander de lever la main, ceux qui sont pour le démantèlement du nucléaire en France. Allez-y. Donc très peu de personnes. Je m'attendais à voir Sandrine Rousseau lever la main avec une dynamo. Maintenant, qui sont pour l'approfondissement du nucléaire en France? Ok. Donc quelques gaullistes et communistes qui souhaitent récupérer le Niger. Voilà. Laissez-moi ajouter qu'en regardant vos colloques et vos interventions, je me suis rendu compte que votre combat va au-delà même de la préservation du patrimoine nucléaire. Vous menez une véritable croisade contre les énergies renouvelables, notamment contre l'éolien. Pourquoi? Bah, c'est moche, voilà. C'est vrai que les centrales nucléaires et les pylônes électriques, c'est beaucoup plus esthétique. Une guerre de l'opinion dans laquelle vous marquez des points d'ailleurs. Et c'est un peu aussi grâce à vous qu'à droite, le nucléaire est devenu la réponse automatique à toute question portant sur le réchauffement climatique. On dirait la réponse négative automatique au stage de Léo. Ah ça, on n'a dit pas de ça sur scène. Mais bon, je pense qu'on a assez parlé. Monsieur Accoyer, malgré tout ce qu'on a dit, on est extrêmement content de vous avoir aujourd'hui. Et j'espère que c'est réciproque, parce que pour nous, c'est un véritable honneur. Il le veut vraiment son stage. Si vous ne le comprenez pas, c'est un appel à l'aide, c'est un appel au secours. Après, vous auriez pu le deviner, c'est pas forcément un gênant débat que vous trouveriez vos fans. D'ailleurs, la seule fanbase qui vous reste fait aussi office de Bridge Club d'Annecy. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une magnifique conférence, monsieur Accoyer. Merci d'être là. Je laisse maintenant la parole à nos deux maîtres de cérémonie, Vincent et Constant. Nous allons désormais laisser la parole à monsieur Accoyer, qui va nous faire une présentation, en tout cas qui va nous livrer son point de vue sur la question du nucléaire et son avenir en France. Merci. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Oui. Tout le monde m'entend? Bon, ce sera plus facile sans micro pour moi. Et si jamais je ne parle pas assez fort, vous me rappellerez alors. D'abord, je voudrais vous remercier pour cette invitation. Me va droit au cœur. Bien sûr, remercier la SFEN qui œuvre sans relâche pour la continuité de la connaissance d'un domaine dont nous allons voir qu'il est extrêmement important. Et puis, bien sûr, J'aime en débat, qui a eu la bonne idée d'accepter que je vienne dans ces murs que je ne connaissais pas
Bien, puisque j'ai vécu à Grenoble 8 ans de ma vie et que j'en garde un excellent souvenir. Si j'avais pu, d'ailleurs, je serais resté ici. Mais il n'y avait pas les débouchés professionnels dont j'avais besoin. Et donc, j'ai migré vers la Haute-Savoie, qui est également un territoire que je vous invite à visiter, qui est fort agréable. Donc, un grand merci pour votre accueil. Bravo pour l'exposé. Bon, bien, on peut passer à la friture, c'est bien. Juste pour vous dire que je ne mène pas un combat contre les éoliennes. Vous allez le voir d'ailleurs, j'en parle, mais j'en parle de façon objective. Peut-être qu'on fait beaucoup de publicité pour les éoliennes et que c'est le site un peu excessif. Vous porterez votre jugement vous-même. Donc, ce dont je vais vous parler, je vais essayer de tenir en une sorte de demi-heure, un temps à peu près de cet acabit, c'est la place des sciences dans la décision publique, l'exemple de l'énergie. C'est un peu, je crois, le message important aujourd'hui qu'il faut développer. Toutes les grandes crises conduisent à s'interroger, dans les pays démocratiques bien sûr, à s'interroger sur leurs causes. Et généralement, on débouche sur des problèmes de gouvernance. La crise énergétique européenne, la crise énergétique et électrique française n'échappe pas à la recherche de cette cause, et nous allons voir que cette cause se trouve dans une prise de distance entre les connaissances techniques, les données scientifiques, les perspectives qui relèvent de calculs sérieux, de projections sérieuses, de probabilités sérieuses, une prise de distance entre ces éléments solides, objectifs, et la décision politique. C'est une évolution qui est incontestable dans un certain nombre de pays. Elle est relativement récente, je vais l'évoquer rapidement, mais elle rompt avec ce qui avait été de tout temps la présence auprès des dirigeants, auprès des princes, de scientifiques qui éclairaient leurs choix et leurs décisions. Cette présence a commencé à être importante dès la Renaissance. Louis XIV crée l'Académie royale des sciences. Au XVIIIe, c'est le siècle des Lumières, où la raison vient se libérer des contraintes de la religion, et les progrès sont considérables. Alors certes, la Révolution va abolir, on a aboli beaucoup de choses, l'Académie royale, mais 2 ans après, en 1795, la Convention va créer l'Institut de France, qui perdure encore aujourd'hui et qui a toutes ses lettres de noblesse et toute sa solidité pour accueillir tout ce qu'il y a de scientifique. On sait que Napoléon Bonaparte aimait les sciences, les mathématiques, il était l'ami des plus grands scientifiques que la France a compté, Monge, Berthollet, et d'ailleurs ces amis scientifiques le feront lui-même élire à l'Institut de France, ce qui était peut-être un peu excessif compte tenu de son niveau scientifique personnel. Au XIXe, d'abord une période où la science contestée parce qu'elle contrariait les religions, bon, peu importe, parce qu'en réalité, rapidement, les sciences vont reprendre leur place avec le saint-simonisme et l'élan très puissant apporté au développement des sciences et de l'industrie dans notre pays. Et finalement, quand on regarde ce que les sciences ont apporté à l'humanité, il y a juste un chiffre dont il faut se rappeler, c'est que depuis la première révolution industrielle, l'espérance de vie a été multipliée par 3. C'est un indicateur qui compte, et ce n'est pas que dans les pays favorisés, bien évidemment. En France, plus près de nous, il y a une période qui a été une période extrêmement dynamique, où la France a acquis un niveau dans le domaine scientifique, dans le domaine industriel et technologique, un rayonnement qui était important. Ce sont les 30 Glorieuses, et à cette époque-là, le corps des ingénieurs de l'État était extrêmement influent, extrêmement présent et extrêmement influent dans les couloirs du pouvoir. Mais cette place de la science a été
contestée assez rapidement. Dès le XIXe siècle, le philosophe Georges Sorel commence à contester la place de la science dans les modifications de la société qu'elle entraînait. Et plus près de nous, Michel Foucault, le célèbre philosophe français, va soulever la question du fait que la science est aussi un moyen de domination, et donc ça pose un certain nombre de questions qui entraîneront, vous allez le voir, la montée petit à petit de ce qu'on appelle le relativisme scientifique, où non seulement on remet les sciences à leur juste place, mais où on peut contester, et c'est tout à fait légitime, les conséquences de l'apport et du développement de nouvelles technologies, de nouveaux domaines sur des bases scientifiques. Évidemment, ce débat va peser dans les pays démocratiques, et dans les pays démocratiques, il y a une particularité, c'est que pour accéder aux responsabilités, pour accéder au pouvoir, il faut être élu, il faut convaincre. Et il est quand même plus facile de convaincre en proposant des solutions qui sont séduisantes, parfois même un peu utopiques, que de dire, écoutez, on va avancer, on sait que ça c'est solide, il faut aller un petit peu plus loin, mais ça va exiger quelques efforts, en tout cas, de regarder les choses avec beaucoup de lucidité. Donc petit à petit, les décisions, ces dernières décennies, dans un certain nombre de pays, j'y reviendrai, ont été prises avec une dimension du fondement scientifique de ces décisions qui n'était plus ce que c'était pendant une longue période. Et on peut véritablement rien construire de solide sur des bases qui ne sont pas elles-mêmes solides. Cet affaiblissement de la place des sciences dans la décision publique est notable, observable, concrète en Europe. On ne la trouve pas, ou de façon beaucoup plus limitée, dans les pays anglo-saxons. Donc la Grande-Bretagne fait un peu exception en Europe, en tout cas dans l'Union européenne, à cette distanciation. Et il est important de noter que cet affaiblissement intervient à un moment où les défis qui sont posés à l'humanité sont considérables. Ces défis sont liés d'abord à notre démographie et à notre activité humaine. Ils ont pour nom pollution, l'épuisement des ressources naturelles et les effets de l'activité humaine sur le climat, c'est-à-dire le réchauffement climatique lié, vous le savez, à l'émission des gaz à effet de serre, dont j'irai deux mots dans quelques instants. Donc ces effets sont des effets que l'on appelle anthropiques, parce qu'ils sont dus à l'activité humaine, et l'un des facteurs de ces effets, et en particulier sur le climat, c'est l'utilisation de l'énergie. Depuis la première révolution industrielle, l'énergie est partout, et sa consommation est devenue absolument considérable. Elle a, dans les économies modernes, une certaine proportionnalité, cette consommation d'énergie, avec le développement du produit intérieur brut, avec le niveau de vie, avec le progrès, tout cela étant très global et devant être bien entendu corrigé. En tout cas, c'est factuel, c'est comme ça. Et la situation exige qu'on se remette attentivement au travail en utilisant toutes nos connaissances, tout simplement parce que l'ampleur de ce que je viens d'évoquer est quand même assez impressionnante. S'agissant du réchauffement climatique, le réchauffement climatique, qui a été observé dans des mesures carottes glaciaires, le réchauffement climatique a actuellement non pas un niveau de température qui n'ait jamais été atteint sur la Terre, mais une vitesse qui n'a jamais été approchée, puisque dans les études qui ont été faites, il y a eu la pire des accélérations, des réchauffements. Le pire des réchauffements, c'était 5 degrés sur 20 000 ans. Là, on est dans un rapport qui est de 50 à 100 fois plus rapide. Donc c'est absolument considérable. Sur l'épuisement des ressources naturelles, les combustibles fossiles, que ce soit le charbon, le pétrole ou le gaz, ont eu des centaines de millions d'années
à se constituer. Ces réserves seront épuisées en moins de 3 siècles. On est dans un rapport de 1 sur 1 million. Donc, effectivement, il faut qu'on prenne conscience que là, il va falloir se ruer si on veut assurer, comme l'homme a toujours su le faire au cours de son histoire, assurer notre avenir. Et l'homme n'a su assurer son avenir, relever les défis les uns après les autres, dominer toutes les espèces vivantes à l'exception de quelques micro-organismes, uniquement grâce à son intelligence, à ses capacités cognitives et à sa faculté de transmettre le savoir. L'énergie, donc j'y reviens, puisque c'est ce dont je dois vous parler, c'est un problème qui est centré sur les énergies fossiles, c'est-à-dire celles qui émettent un gaz à effet de serre, le charbon, le pétrole et le gaz. Le gaz à effet de serre, tout le monde le connaît, vous savez ce que c'est. Ces gaz s'accumulent dans l'atmosphère et à la façon d'une vis de serre, empêchent le rayonnement chaleur thermique de la Terre, emmagasinée pendant la journée sous l'action du Soleil, sous le rayonnement solaire, de se dissiper dans l'espace. Et donc la sphère et la serre, ainsi créée, voient sa température augmenter. Je l'ai dit à une vitesse qui est très importante. La consommation d'énergie fossile est absolument énorme et elle conduit à des émissions tout aussi énormes de gaz à effet de serre, puisque 34 milliards de tonnes de gaz carbonique, qui est le principal gaz à effet de serre, qui sont émises chaque année par l'utilisation des combustibles fossiles. Alors, il y a un deuxième gaz à effet de serre qui est important parce qu'il a un effet de serre encore plus fort que le gaz carbonique, c'est le méthane. Et le méthane a une particularité, c'est qu'il se résorbe plus vite dans l'atmosphère en une quinzaine d'années, alors que le gaz carbonique répond des siècles. Donc, on va se centrer sur le CO2, sur la combustion des énergies fossiles, mais le méthane, et quand on sait qu'on développe le gaz à d'autres occasions, c'est aussi un problème. Donc, diminuer les émissions de gaz à effet de serre, ça veut dire qu'on va diminuer la consommation d'énergie fossile. Donc, c'est un défi en lui-même colossal. Comment diminuer? Eh bien, en électrifiant les usages pour les bâtiments, pour les transports et pour les process industriels. Mais cette électricité, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, elle est essentiellement produite par les énergies fossiles, et en particulier par du charbon, et le charbon, dont vous allez voir, qu'il est particulièrement émetteur de CO2. Cette électrification doit donc viser à développer des énergies dites bas carbone, décarbonées. Celles-ci, donc à la différence des énergies fossiles, ce sont les énergies hydrauliques, celles où la force de l'eau, mouvement mécanique permettent de produire de l'électricité, l'énergie éolienne, force mécanique du vent ne pas permettre de produire l'électricité, l'énergie photovoltaïque où le rayonnement solaire va déclencher une réaction chimique dans les panneaux photovoltaïques, une réaction électronique dans les panneaux qui produira de l'électricité, et puis l'énergie nucléaire, là c'est la fission d'un atome qui dégage une quantité énorme d'énergie, de chaleur, qui peut permettre de produire un mouvement, enfin bref, faire tourner une turbine. Le rapport entre la puissance contenue, l'énergie contenue potentiellement dans l'uranium par rapport au pétrole est le suivant. Dans 1 gramme d'uranium, il y a autant potentiellement d'énergie que dans 1,7 tonne de pétrole. Donc on voit qu'il y a là une donnée qu'il ne faut pas perdre de vue face aux défis considérables qui sont en face de nous. On voit également que les choix qui sont ceux qui doivent être effectués par les États pour répondre aux exigences afin de protéger leur population des risques que l'on vient d'évoquer sont des décisions qui doivent être fondées sur des données scientifiques solides, sinon eh bien, on n'atteindra pas les résultats souhaités. Peut-être juste pour votre information, savoir que lorsque l'on produit 1 kWh
d'électricité avec du charbon, on dégage 1000 grammes à peu près de CO2, donc 1 kg de CO2, c'est énorme. Avec du pétrole, c'est autour de 700 grammes. Avec de l'éolien, c'est autour de 10 grammes. Du photovoltaïque, 70 grammes. L'hydraulique, c'est 6 grammes. Et le nucléaire, en particulier dans les installations françaises amorties, c'est autour de 6 grammes, voire moins dans les dernières années. Donc vous voyez que, grosso modo, les énergies bas carbone, c'est l'hydraulique, l'éolien, le photovoltaïque et le nucléaire. Sauf que il faut s'arrêter une seconde sur les spécificités de ces différentes énergies, et j'y reviendrai un petit peu plus loin parce qu'elles ne rendent pas toutes exactement le même service et elles ne sont pas toutes aussi faciles à produire ou fabriquer les sources d'énergie à partir de ces énergies. Au cours de l'histoire, il y a déjà eu un moment où les pays développés ont eu à faire face à un problème avec les énergies fossiles. C'était avec le pétrole et c'était face au premier choc pétrolier en 1970, quand le prix du pétrole, qui coûtait pratiquement rien, d'un seul coup, a été multiplié par 10. À ce moment-là, les pays industrialisés qui maîtrisaient les technologies avancées ont eu des réactions, et notamment les pays européens, la France, les États-Unis et bien d'autres, et ont développé une filière électronucléaire, c'est-à-dire la production d'électricité importante à partir de l'énergie nucléaire. La France a été le pays qui a développé le programme le plus important proportionnellement à son importance, mais c'était le deuxième au monde en termes d'importance, après celui des États-Unis, au point que notre électricité a été jusqu'à 75% d'origine nucléaire, et elle a construit 58 réacteurs nucléaires. Mais nous n'étions pas les seuls. Les Allemands ont eu jusqu'à 30% de leur électricité qui était d'origine nucléaire, et bien d'autres pays européens. Encore aujourd'hui, en Europe, 25% de l'électricité est d'origine nucléaire, et 50% de l'électricité bas carbone en Europe est d'origine nucléaire. Ce sont des données qu'il faut avoir en tête face au défi qui est en face de nous. Alors devant ce tableau, on pourrait se dire, alors que s'est-il passé? Eh bien, il s'est passé que dès la fin des années 90, sous la pression d'une présentation négative de l'énergie nucléaire, sous l'instrumentalisation d'un certain nombre de peurs, mais aussi devant des événements qui étaient des événements inquiétants, mais aussi avec en mémoire l'amalgame qui peut être fait entre le nucléaire militaire, qui est une arme de destruction massive, et le nucléaire civil, alors que ce n'est pas du tout la même chose. Eh bien, sous l'effet de ce mouvement de réflexion, de pensée, sous l'effet également d'accidents qui sont survenus, même si un seul a fait en réalité des morts du fait du nucléaire, qui est l'accident de Tchernobyl, sous l'effet de tout cela, il y a eu une prise de position qui a été, dans un certain nombre d'États, assez radicale vis-à-vis du nucléaire. C'est ainsi qu'en Allemagne, en 1998, Gerhard Schröder, qui était chancelier de SPD, qu'on retrouvera ensuite salarié d'ailleurs chez Gazprom, Gerhard Schröder décide, parce qu'il a une arrière-pensée politique, il décide que l'Allemagne ne développera plus le nucléaire et va développer les énergies. En France, en 1998, c'est la fermeture du réacteur Superphénix, un réacteur de 4e génération, un surgénérateur, pas très loin d'ici, dans l'Ain, qui est fermé. En 2011, c'est en Allemagne Angela Merkel qui profite de l'émotion de Fukushima, où en réalité les morts sont dus, les morts directes sont dus au tsunami, qui décide de revenir et d'accélérer la sortie du nucléaire. Et en France, c'est en 2012, une décision également politique qui annonce en 2012 que le nucléaire, qui était à 75% du mix électrique, passera à 50% en 2019 et qu'on fermera pas moins de 14 réacteurs nucléaires d'ici cette date. Alors, ces décisions
qu'elles soient en Allemagne, qu'elles soient en France, il y en a eu dans d'autres pays, c'est trop long, ces décisions, ce sont des décisions qui sont des décisions politiques. C'est des décisions qui ont, pour ce qui est des décisions allemandes, Schröder voyait que le SPD s'affaiblissait, il avait besoin d'une grande coalition avec les Verts allemands qui sont très anti-nucléaires pour des raisons qu'on développera tout à l'heure. Ensuite, Merkel, c'est la même chose. Elle a besoin, voyant que la CDU s'affaiblit, de pouvoir nouer une grande coalition avec les Verts allemands. Et donc, eh bien, comme cette sortie du nucléaire n'est pas négociable avec les Verts allemands, elle en décide ainsi. En France, en 98, c'est le résultat d'un accord entre, à l'époque, c'est les Verts et le Parti socialiste, qui avait dans le programme décidé de constituer une gauche plurielle dans laquelle il y avait cette partie énergétique qui exigeait la fermeture Je m'arrête 2 secondes sur Superphénix et sur les réacteurs de 4e génération, qu'on appelle des surgénérateurs. Dans les réacteurs qu'on exploite partout dans le monde, donc en France, dans tous ces réacteurs, on utilise à peu près 1% de l'énergie qui est exploitable dans l'uranium. 1%. Avec les réacteurs surgénérateurs qui reproduisent en réalité de la matière fissile, eh bien, c'est la quasi-totalité de cette énergie qui peut être utilisée. Et donc, en détruisant Superphénix, à cette époque, la France avait une avance incontestée dans le monde entier. Évidemment, on a donné un coup d'arrêt assez dur, très dur même, à la filière française. On a reproché, pas tout le temps, oui, c'était une tête de série, un prototype, donc, qui était passé dans l'air. Mais surtout, on a cassé ce qui était la perspective depuis le début du développement de la filière nucléaire française, ce qu'on appelle la fermeture du cycle de l'uranium, où la 4e génération, les surgénérateurs, consomment la totalité de l'uranium, c'est-à-dire les déchets des réacteurs des générations précédentes. Ça constitue quoi? Le nucléaire durable. Et donc, évidemment, pour les antinucléaires, c'était la bête à abattre. Elle a été abattue. Nous ne nous en sommes pas encore remis, hélas. De même, en 2012, c'est l'accord entre Hollande et Europe Écologie Les Verts qui prévoit la fermeture. Donc, dans ces accords, il n'y a aucune évaluation de l'impact de ces décisions. Aucune étude d'impact, aucune étude sérieuse de ce qui va se passer. Est-ce possible? Est-ce qu'on aura encore du courant? Comment on va faire? Est-ce qu'on peut vraiment remplacer des centrales que l'on peut conduire, dites pilotables, nucléaires, par des centrales aléatoires, intermittentes, parce qu'elles marchent avec le vent, avec le soleil? On ne se pose pas la question, on y va. Et c'est là où on a oublié d'écouter les scientifiques de tous bords, d'écouter les académies des sciences. Et vous avez vu dans la presse que récemment, il y a eu une enquête parlementaire qui a mis en évidence cette défaillance assez gênante, inconfortable, où les politiques s'exonèrent des données qui sont des données pourtant absolument incontestables au profit d'utopies. Et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui dans la crise énergétique où nous sommes. Pourquoi ces choix étaient des choix qui posent des problèmes? C'est parce que, encore une fois, le mix dont nous disposions, c'est-à-dire du nucléaire, de l'hydraulique et un certain nombre de centrales thermiques à charbon, pétrole ou à gaz, permettait de couvrir des besoins qui, par définition, varient à chaque instant. Et dans un système électrique, il faut qu'à chaque instant, il y ait en face de la demande la production. Autrement, c'est ce qu'on appelle le blackout, et ça, c'est une catastrophe qui est évidemment à éviter. Le dernier blackout, je crois que c'était en 78 ou en 72, je ne me rappelle plus, 78. Et donc, aujourd'hui, les constats est que les choix qui ont été faits, qui ont abouti à fermer des capacités de production électrique pilotables, que ce soit des centrales thermiques ou bien des centrales fossiles ou des centrales nucléaires, les 2 réacteurs de Fessenheim en particulier, en 2020, ont placé le système électrique français dans une situation de grande fragilité où il ne peut plus répondre aux besoins de pointe, d'autant plus
que comme la France avait arrêté d'investir en continuant de développer son parc, elle n'a pas de marge de sécurité pour répondre à un incident. Par exemple, vous avez entendu parler de ce qu'on appelle la corrosion sous contrainte. Quand on est juste avec ce qu'il faut pour que ça marche quand il n'y a pas de problème, s'il y a un problème qui apparaît, et il peut en apparaître en tout domaine, eh bien, on est obligé d'importer. Mais on ne pourra pas importer longtemps l'électricité, parce que nos voisins ferment leurs centrales pilotables et se tournent, je pense essentiellement à l'Allemagne, vers l'énergie intermittente, éolien photovoltaïque, qui sont marqués par ce que l'on appelle leur facteur de charge, leur intermittence, à savoir qu'un panneau solaire ne fonctionne à plein que 13% du temps, une éolienne terrestre ne fonctionne à plein que 20% du temps, et une éolienne offshore, marine, ne fonctionne à plein que 40% du temps. Donc, quand il y a un anticyclone, quand il n'y a pas de vent, et les anticyclones, c'est sur toute l'Europe, gros anticyclones, eh bien, que fait-on? Eh bien, on fait tourner des centrales à gaz. Et quand on fait tourner des centrales à gaz, non seulement on est dépendant des importations de gaz, on a vu ce que c'était avec la dépendance vis-à-vis de la Russie. Aujourd'hui, on a des dépendances vis-à-vis d'autres pays, mais on est également émetteur de gaz à effet de serre et on ne remplit plus notre exigence de maîtriser au mieux nos émissions de façon à respecter les engagements qui ont été pris. Donc, pourquoi il y a un problème avec ce choix? Je ne dis pas qu'il ne faut pas construire, on ne peut pas faire autrement d'ailleurs aujourd'hui que de construire des capacités de production en éolien et en photovoltaïque. Je dis qu'à partir du moment où on les construit, il faut construire en même temps des centrales à gaz, ça c'est inévitable, même si le gouvernement ne le dit pas, on voit bien qu'il va bientôt être obligé de le dire. Et on a un problème qui est celui de relancer la filière nucléaire parce que c'est long, les procédures, la construction elle-même, entre la décision de construire un nouveau réacteur et son couplage au réseau, c'est une quinzaine d'années. Donc c'est considérable, on va avoir une période qui va, pendant plusieurs années, être très difficile. Pourquoi faut-il construire du gaz en France? C'est parce que les pays ne seront plus exportateurs, les voisins ne seront plus bientôt exportateurs. Et ensuite, pour des raisons de prix, on en parlera certainement tout à l'heure, si on veut maîtriser le prix en France, eh bien, il ne faut pas importer, autrement les cours peuvent être erratiques. Alors vous me direz, oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, je pense qu'il faut toujours rester extrêmement optimiste et qu'il y a des solutions. Ces solutions, on va les voir peut-être rapidement parce que mon temps est écoulé. D'abord, j'ai toujours confiance dans ce que l'homme sait trouver comme solution pour relever tous les défis. On a eu une pandémie avec un virus inconnu, on a mis un vaccin rapidement en fabrication, en diffusion, et on a pu contrôler les effets de cette pandémie. Je pense qu'en l'électricité et de l'énergie, ce sera pareil. En France, la grande différence, c'est qu'il n'y a pas d'organisme scientifique qui conseille le pouvoir politique. Il y a un office parlementaire qui s'appelle l'OPEX, Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Mais je connais bien, puisque j'ai été longtemps parlementaire, on me l'a fait remarquer, peut-être plus trop longtemps, on n'écoute pas ces travaux. Ils ne rentrent pas suffisamment en ligne de compte lorsque le Parlement élabore la loi. Et il faut évidemment conforter l'OPEX et il faut que celui-ci dispose de conseillers scientifiques qui soient vraiment extrêmement pointus sur tous les sujets, en particulier sur le nucléaire. Dans les pays anglo-saxons, il y a aux États-Unis la NSA, qui peut être la National Science Academy. En Grande-Bretagne, il y a auprès du Premier ministre un conseiller scientifique en chef, et diffuse son travail dans tous les ministères. Ça, il faut le remettre au bout du jour, il faut lui redonner toute sa place. En Allemagne, il y a eu récemment une prise de position de grands scientifiques dans 2 prix Nobel qui ont dit « Regardez, vous êtes en train d'aller beaucoup trop loin, on ne peut pas se mettre totalement dans les mains des renouvelables ». D'ailleurs, l'Allemagne a dépensé, tenez-vous bien, 600 milliards d'euros pour construire des champs d'éoliennes considérables et des panneaux photovoltaïques considérables. Certes, elle a un peu amélioré son bilan carbone, mais elle est extrêmement loin de pouvoir remplir ses objectifs.
Parce que, encore aujourd'hui, à peu près la moitié de l'électricité allemande est issue du charbon, la moitié. Donc on voit qu'il faut là que probablement il y a une prise de conscience. On table beaucoup sur les économies d'énergie. Elles sont indispensables, mais elles ne sont pas aussi considérables qu'on pourrait l'espérer. En particulier, 2 études viennent de sortir en Grande-Bretagne et en Allemagne, où malgré des budgets énormes, surtout en Allemagne, pour améliorer l'isolation des bâtiments, donc diminuer en théorie leur consommation d'énergie, les résultats sont très maigres. Pourquoi? Parce que quand un bâtiment est mieux isolé, en fait, c'est ce qu'on appelle un effet rebond, l'usager, l'habitant augmente la température. Et donc, ça n'a pas. Et le rendement financier de cette opération est extrêmement coûteux. En Europe, alors l'Europe suit en réalité la volonté de l'Allemagne, parce que c'est le pays dominant. L'Allemagne a quelques alliés européens, l'Autriche, le Luxembourg, l'Espagne notamment, et s'oppose par tous les moyens à ce que le nucléaire soit considéré comme une énergie bas carbone comme les autres, en mettant en avant ce qu'elle appelle les énergies vertes. Une énergie n'a pas une couleur, c'est soit elle émet du carbone, soit elle n'en émet pas. Donc là, il y a un combat à mener. Même la commission scientifique européenne, qui s'appelle la JRC, a dit que le nucléaire devait être considéré comme bas carbone, ne présentait pas plus d'inconvénients qu'aucune autre énergie bas carbone, mais l'Europe est toujours sur cette même position, il faut la faire évoluer, et la France doit aller loin là-dessus. Même s'il faut créer une crise, il faut la créer. Il faut éventuellement également former un recours contre ces décisions devant la Cour de justice de l'Union européenne. Quant au monde, eh bien dans le monde, l'Autorité internationale de l'énergie affirme absolument très nettement que le nucléaire est nécessaire pour maîtriser les émissions de gaz à effet de serre. Alors pas partout, pas avec toujours les mêmes technologies, parce qu'on y reviendra. Il y a aussi une évolution dans les types de réacteurs qui sont et seront surtout disponibles, que ce soit des petits réacteurs, que ce soit des réacteurs à neutrons rapides sur le générateur. Tout ça est un champ qui est en train de se développer. Il faut que la France recolle à ce développement qui est extrêmement intense, en particulier aux États-Unis, pour ce qui est des petits réacteurs, mais pas que, mais aussi en Chine, en Russie, en Corée du Sud, au Japon aussi, qui est revenu dans le nucléaire après Fukushima, parce que c'est le meilleur moyen d'avoir une énergie qui est décarbonée, pilotable, et vous l'avez vu, avec le développement technologique, et en particulier la 4e génération, une solution pour des millénaires. Parce qu'en France, le stock d'uranium appauvri permettrait d'avoir une réserve de combustible sur notre territoire, gratuite et pour des millénaires. Voilà, j'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais je préfère compléter mon propos en répondant à vos questions que je souhaite nombreuses et, si possible, d'un accès facile. Je vous remercie. Merci beaucoup à M. Accoyer pour votre présentation très complète sur la situation du nucléaire en France. Donc désormais, nous allons passer à des questions que Vincent et moi-même avons préparées. Tout d'abord, j'aimerais rebondir sur les propos que vous avez eus sur l'Allemagne et sur l'Europe en particulier. En mars 2023, le 15 avril dernier, l'Allemagne est sortie définitivement du nucléaire, puisqu'elle a fermé ses trois derniers réacteurs nucléaires. Comment bâtir une souveraineté et un consensus européen en matière de politique énergétique à long terme et pour permettre à l'Europe d'être souverain en matière de politique énergétique, alors que les deux grandes puissances finalement européennes optent pour des stratégies en termes de mix énergétique complètement différentes. Alors c'est une question centrale qui devrait occuper, et occupe d'ailleurs, la diplomatie française, nos représentants à Bruxelles, qui se sont réveillés, à mon avis, un peu tard, face à l'action très forte de l'Allemagne et également d'un lobby qui est un lobby puissant, qui est le lobby des énergies renouvelables. C'est quoi le lobby des énergies renouvelables? Les énergies renouvelables. Ce
Ce sont d'abord des gens qui y croient sincèrement, et il faut les respecter, mais ce sont aussi des intérêts. Alors, il y a bien entendu les constructeurs de machines, qui sont allemands, danois, que j'ai oublié, c'est aussi un opposant, danois, espagnols, et qui, leur business, c'est d'installer des éoliennes autant qu'ils pourront. Mais c'est aussi des puissances étrangères qui ne sont pas mécontents de voir que l'Europe s'affaiblit et va avoir une électricité qui est de plus en plus chère. Or, le prix de l'électricité, c'est un des éléments majeurs de la compétitivité d'une économie. Et puis, il y a aussi des interférences avec des gens qui vont vendre du gaz. Parce que quand on construit des puissances intermittentes, c'est-à-dire de l'éolien ou du solaire, on met à côté une centrale à gaz pour qu'on ait de l'électricité quand il n'y a pas de vent ou qu'il n'y a pas de soleil. Et donc, tous ces gens-là sont organisés, ils ont des syndicats extrêmement puissants, avec beaucoup de moyens financiers. On peut imaginer que certaines puissances étrangères les aident quand ils en ont besoin. Et ils sont très présents à Bruxelles, donc c'est un réel problème. Mais la France doit, parce qu'il y a quand même 11 pays dans les 27 pays de l'Union européenne, et la sortie de la Grande-Bretagne, qui a mauvais goût parce qu'ils sont très pro-nucléaires, les Anglais, eh bien, la France doit défendre les intérêts de ces 11 pays, et elle est en train d'y travailler pour constituer désormais ce qu'on appelle une minorité de blocage, afin de bloquer les décisions qui sont défavorables. J'ajoute que, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Europe, le traité fondateur de l'Union européenne, et il y a dans ces traités fondateurs un traité qui a cette force. Le traité fondateur, c'est le traité qui s'appelle le traité Euratom, qui écrit noir sur blanc que l'Europe doit tout faire pour développer la filière nucléaire civile. Or, ce traité est toujours évidemment en vigueur. Pour le modifier, il faudrait l'unanimité des pays. Ça veut dire qu'il est incontournable. J'ajoute que dans le traité fondateur, également repris dans le traité de Lisbonne, le choix du mix électrique, est-ce que je vais fonctionner uniquement avec des renouvelables, uniquement avec de l'hydraulique et du nucléaire, relève des États, ça relève de la subsidiarité, donc il faut faire respecter absolument les traités, la liberté. Elle sera beaucoup plus forte si elle a à la fois du renouvelable et surtout une réserve capacitaire qui peut donner de l'électricité, produire de l'électricité quand il y a un manque de conditions météo permettant d'avoir l'électricité nécessaire. Parce que pourquoi on a un problème avec l'intermittence, c'est qu'on ne sait pas stocker massivement l'électricité. On dirait qu'il y a des batteries. Oui, mais les batteries, on ne peut pas stocker massivement. Ça va tenir un tout petit moment, ça ne peut pas couvrir les phénomènes météo que j'évoquais tout à l'heure. J'ajoute que la production d'électricité par les éoliennes photovoltaïques connaît des variations extrêmement amples, extrêmement fortes, qui posent des problèmes physiques très complexes qui vont s'aggraver considérablement. Et alors, lorsqu'il y a beaucoup trop d'électricité, c'est peu qu'on faire, du coup, le prix devient négatif. Donc, cette instabilité est extrêmement négative pour l'instant. Donc, je pense que l'Allemagne, de toute façon, ce débat va revenir en Allemagne. Il commence à revenir. Une partie, d'ailleurs, de l'écologie politique commence à se poser la question. Il n'y a pas que des idéologues aveugles, il y a aussi des gens honnêtes qui voient bien que le meilleur moyen de produire de l'électricité quand on en a besoin à tout moment, sans émettre de gaz à effet de serre, eh bien, c'est le nucléaire. Et donc, il y a un débat parmi l'écologie politique. Vous avez peut-être vu les sondages en France, d'ailleurs, qui montrent qu'il y a une part relativement importante de l'écologie politique qui commence à dire oui, le nucléaire, on ne peut pas faire autrement, il faut s'y mettre. Il faut y revenir. Mais il y a aussi des forces idéologiques, des intérêts qui sont là. Et puis, il y a des grandes ONG qui fonctionnent aussi sur ce principe. On peut dire que Greenpeace, sa priorité, c'est d'abord la fin du nucléaire par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique. J'assume parce que c'est quasiment officiel. C'est officiel. Et donc, tant qu'on n'aura pas ouvert les yeux à tous ces gens-là, on aura dénoncé les conflits d'intérêts qui existent dans cette situation, on n'a pas encore parlé. Je suis optimiste, je pense qu'on y arrivera. Merci, M. Accoyer.
J'ai une deuxième question. Vous avez parlé d'intérêt et au début de votre réponse, vous avez mentionné du coup les constructeurs et les intérêts nationaux. Est-ce que vous avez un mot sur l'affaire Alstom? Parce qu'au niveau politique et au niveau des derniers quinquennats, on a l'impression qu'il y a des vents contraires entre les enjeux économiques et les enjeux climatiques. Lequel va l'emporter sur l'autre? Alors, deux mots. Alstom, donc c'est un très grand groupe industriel français qui a différentes activités dans les transports et dans l'énergie. Le groupe était en difficulté il y a quelques années, ça doit être 7-8 ans, et la partie énergétique de ce groupe a été cédée avec l'autorisation des autorités françaises à un grand groupe américain qui s'appelle GE. Et parmi les activités qui ont été cédées, il y a la fabrication de turbines qui s'appellent des turbines Arabelle, et qui sont des turbines de haute technologie, et qui sont indispensables pour transformer la vapeur produite par l'énergie dans une centrale, qu'elle soit d'ailleurs nucléaire ou qu'elle soit fossile. En tout cas, pour les centrales nucléaires, ces turbines sont indispensables et elles sont exportées dans le monde entier, en particulier elles sont exportées en Russie, mais aussi ailleurs. Et donc les Américains ont acheté cette activité. C'est évidemment très regrettable, et d'ailleurs la France s'en est rendue compte, puisqu'elle a poussé cette fois-ci EDF à racheter cette activité à GE. On peut imaginer qu'au passage, GE a tiré un certain profit et n'a pas dû rendre absolument tout ce qu'il avait pu récolter comme lien, clientèle, marché, savoir-faire, maintenance et compagnie. Donc c'était une grosse bêtise, mais qui s'inscrivait dans cette logique où, ma foi, on estimait que le nucléaire n'était pas à ce moment-là, les autorités estimaient que le nucléaire n'avait pas à être développé. C'était pourtant vraiment une activité stratégique et en principe, un État ne se perd pas, ne vend pas ses activités stratégiques. Donc il y a un vrai problème, il y a un bouquin qui a été écrit là-dessus, parce que, effectivement, le conseiller du président de la République à l'époque, qui ensuite est devenu président de la République, connaissait le dossier. Toute question supplémentaire devra être posée par la salle. Alors très bien, à la demande de notre invité, du coup, nous allons commencer à faire passer le micro dans l'Assemblée. Donc si vous avez des questions... Non, je parlais de celle-là, je parlais de cette question, c'est-à-dire les arcanes de la vente des turbines. Donc continuez votre affaire. Je ne me perdrai pas de vous conseiller. Très bien. Alors on va en profiter, Constant et moi, pour vous poser des questions supplémentaires. Alors j'en profite tout de suite. Vous avez mentionné le traité Euratom, et dans un contexte géopolitique que nous connaissons tous, qu'est-ce que vous pensez de la détention du nucléaire énergétique comme des pays comme la Bulgarie, qui sont historiquement sous influence russe d'un point de vue géographique et avant ça d'un point de vue politique? Alors évidemment, l'énergie, détenir la capacité de produire son énergie, c'est un élément fondamental dans l'indépendance et la souveraineté d'un État. Et d'ailleurs, c'était le titre de la commission d'enquête parlementaire qui vient de se tenir à l'Assemblée nationale. Naturellement, les nouveaux pays de l'Union européenne qui proviennent de l'ancienne Union soviétique sont des pays qui, pour plusieurs d'entre eux, ont des réacteurs de technologie russe et dépendent également pour leur combustible de la filière russe. Eh bien, il faut que progressivement, l'Europe, et c'est aussi quelque chose que je ne comprends pas de la part de l'Allemagne, l'Europe affirme que les pays européens doivent, entre eux, avoir une solidarité, et s'approvisionner en combustible, disposer de réacteurs et de centrales et de tout ce qui va avec, bien entendu, qui viennent d'Europe. C'est loin d'être le cas. Et naturellement, la France, dont la filière électronucléaire compte 220 000 emplois, c'est la troisième filière industrielle française, après l'automobile qui va énormément souffrir par le passage à la voiture électrique. Après l'aéronautique, eh bien, avec l'aéronautique, le nucléaire, c'est la seule filière de très haute technologie dont la France maîtrise absolument tous les compartiments, depuis l'extraction du minerai jusqu'au retraitement du combustible, la construction des centrales,
leur exploitation et tout ce qui va avec. Donc, j'ai l'habitude de dire que la France a une chance, je dirais presque, c'est la principale chance dont elle dispose, c'est de relancer sa filière et le plus vite possible, de pouvoir à nouveau disposer d'une électricité fiable et bon marché, et de redevenir un pays exportateur, parce que l'électricité décarbonée, ça va devenir de l'or. Parce qu'en plus, on la vendra quand il n'y en a pas ailleurs. Et donc, et comme vous savez, il va falloir produire de l'hydrogène. Quelle source est plus adaptée à la production d'hydrogène sans dégager de gaz carbonique que le nucléaire? Mais il n'y en a pas, c'est la production idéale. J'ajoute qu'il n'y a besoin d'importer rien du tout pour construire des centrales nucléaires en France, alors que si vous construisez des panneaux photovoltaïques, il y a désormais une domination absolue sur le marché mondial des panneaux photovoltaïques par la Chine, et ce n'est pas des panneaux bon marché, ce n'est pas des panneaux bas de gamme, c'est des panneaux qui disposent d'une maîtrise totale de la filière scientifique, technologique, des matières premières, de la main-d'œuvre compétente pour les produire et les exporter dans le monde entier. L'Europe avait une industrie de panneaux photovoltaïques. Elle était complètement bouffée par la compétitivité technologique et sur le prix des panneaux chinois. Mais que va-t-il se passer avec les nacelles d'éoliennes? Il n'y a pas besoin d'être bien malin. D'ailleurs, en lisant la presse aujourd'hui, vous verrez que le critère de choix d'attribution dans les appels d'offres pour les éoliennes, c'est le prix. Alors les Chinois, pour les éoliennes, ils disposent de quoi? Des terres rares, on n'en a pas, une main-d'œuvre qualifiée moins chère qu'en Europe, du premier marché intérieur au monde. Il n'y a pas besoin d'être bien malin pour comprendre qu'il y a un risque, que ce qui s'est passé avec les panneaux photovoltaïques, je ne le souhaite pas, mais le risque existe, se produise avec les éoliennes. En tout état de cause, c'est aussi une dépendance avec un développement excessif. Je ne suis pas contre un développement des énergies renouvelables. Le développement excessif des énergies renouvelables, on a deux dépendances. Une dépendance aux matières premières et une dépendance au gaz, parce qu'il faut quand même du gaz pour assurer l'intermittence. Merci. Très bien, merci. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit, sur l'expertise française dans le nucléaire. À votre avis, quelles sont les conséquences des récentes volte-face de l'État à propos du nucléaire sur les compétences, le savoir-faire des professionnels de la filière nucléaire en France? Que vous pensez que ce savoir-faire, justement, il peut être mis en cause par ces décisions qui ne vont pas dans la continuité des décisions précédentes? Alors, la France reste un grand pays nucléaire. Là, il n'y a pas à tortiller. Par contre, c'est vrai que pour ce qui est de la construction de nouvelles centrales sur notre territoire, on a besoin de recruter à nouveau des soudeurs, des chaudronniers, des électriciens, des ingénieurs. Et ça, c'est un plan qui est mis en place il y a quelques jours, qui a été mis en place par EDF, mais pas que, par toutes les industries de la filière, qui prévoit de recruter 100 000 personnes dans les 10 ans qui viennent, dans les métiers que j'évoquais. Donc il y a toujours évidemment les connaissances, il y a le patrimoine nucléaire scientifique, industriel, humain, un parc qui, même s'il n'a pas été développé, et même si on prétend qu'il est vieux, c'est faux, il a certainement besoin d'être mieux accompagné pour que sa disponibilité soit plus grande, mais nous restons encore une fois un grand pays nucléaire. Donc on a gaspillé beaucoup d'années, on a perdu beaucoup de temps, on a loupé un certain nombre de trains, mais on peut rattraper notre part. Ça va prendre un certain temps. Ça va demander un effort important, un effort, encore une fois, de formation, un effort industriel, un effort d'investissement. Mais c'est la dernière chance pour la France de pouvoir arrêter sa désindustrialisation, se réindustrialiser et rester à un niveau qui ne soit pas celui d'un pays dépendant de l'étranger pour beaucoup trop de biens et notamment d'énergie. Merci pour votre réponse. Pour en revenir au sujet et prendre un peu de recul sur le nucléaire, avec l'émergence de Greenpeace ou de reporters au niveau national, comment l'écologie dogmatique s'est invitée à la table des discussions politiques et comment s'est-elle substituée petit à petit à l'écologie scientifique dans les débats? L'écologie, c'est une science. C'est l'étude du retentissement sur leur milieu naturel des êtres vivants. Et donc, je trouve particulièrement génial de la part de l'écologie politique d'avoir fait hold-up
sur le nom d'une science. C'est d'une grande habileté. Et il faut admirer ce qui doit être admirable, même si le fond, vous avez bien compris, je ne suis pas tout à fait d'accord. L'écologie politique est devenue un mouvement de pensée très puissant, international, dont les ramifications de certains de ses membres sont des ramifications complexes, qui peuvent être commerciales, qui peuvent être internationales. C'est une influence qui est considérable. PNC France, que j'ai l'honneur de présider, entend émettre un son de cloche différent, et nous sommes un peu seuls. Donc, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez, c'est pas cher. Et en plus, ça coûte 10 € pour les jeunes. Donc, mais voilà, notre rôle, c'est ça, c'est de dire que c'est pas bien de faire croire au monde qu'il faut sortir du nucléaire pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est vraiment un énorme mensonge, c'est scandaleux. Très bien, merci. Justement, à propos de la sortie du nucléaire, ou en tout cas pour se tourner vers des énergies renouvelables, est-ce que vous considérez que l'énergie nucléaire, les centrales nucléaires doivent permettre de faire la transition entre des énergies qui dégagent beaucoup d'émissions à effet de serre vers des énergies renouvelables, ou est-ce que vous considérez que le nucléaire est une énergie qui doit non seulement être une énergie de transition, mais également une énergie d'avenir, avec des énergies renouvelables? Oui, je pense que l'avenir, c'est effectivement l'énergie nucléaire, les énergies renouvelables, l'hydraulique. N'oublions pas que l'hydraulique, c'est la meilleure des énergies renouvelables parce qu'elle est pilotable. On ouvre les vannes et les turbines se mettent en marche. C'est indispensable pour couvrir les variations de demande, mais c'est aussi la possibilité de créer le plus efficace des stockages, c'est-à-dire de garder de l'eau en hauteur pour utiliser par gravité cette énergie quand elle descend. Et c'est ce qu'on appelle les stations de transfert d'énergie par pompage, les STEP, qui sont le meilleur moyen aujourd'hui de stocker massivement l'énergie. Mais néanmoins, même si en France on a quelques STEP, en particulier à Grand-Maison, pas très loin d'ici d'ailleurs, c'est très 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 loin de pouvoir couvrir une longue durée. Encore une fois, ça peut permettre d'ajuster à un moment critique, mais on ne peut pas couvrir, par exemple, une longue période d'anticyclone, et surtout, d'autant plus que maintenant, les régimes de pluviosité et les précipitations ont tendance à devenir assez difficiles à gérer, donc tout ça crée une incertitude supplémentaire. Oui, l'énergie nucléaire est à l'évidence une énergie d'avenir, évidemment en France, évidemment dans tous les pays qui maîtrisent suffisamment la technologie, qui sont des pays stables, et d'ailleurs l'autorité internationale de l'énergie affirme et réaffirme sans cesse que l'énergie est nécessaire avec les énergies renouvelables pour pouvoir maîtriser les émissions et atteindre les objectifs qui ont été fixés. Merci. J'aurai une dernière question et ensuite on abordera les questions de la salle. Est-ce que vous pensez qu'entre le cabinet de conseil privé, pour n'en citer aucun nom, et les conseils scientifiques, on n'est pas un peu éloigné de la question du nucléaire ou de l'hydraulique, plutôt sur les questions de croissance et de pouvoir d'achat? Alors, quand j'ai parlé de ceux qui sont anti-nucléaires, il y a aussi une réflexion et un constat qu'on peut faire, c'est que parmi les tenants de la sortie du nucléaire, il y a une partie d'entre eux qui sont des décroissants. Et qui, honnêtement, certainement, pour la majeure partie d'entre eux, pensent que de toute façon, la croissance condamne l'humanité. Et il est vrai que si on continue comme on continue, à consommer toutes les matières premières, toutes les réserves, les minerais, à produire, à émettre des gaz à effet de serre, à polluer l'avenir est probable. Donc il est exact qu'il y a des changements extrêmement profonds qui doivent intervenir. On l'a vu pour l'énergie, mais c'est pareil pour l'industrie. Évidemment, une industrie circulaire est absolument vitale, autrement on va vite arriver à l'épuisement d'un certain nombre de ressources naturelles. C'est valable d'ailleurs pour les nacelles d'éoliennes.
de la même façon que toutes les techniques de dépollution, de récupération, une évolution de l'agriculture, en s'appuyant sur quoi? Sur les technologies. C'est pas en cultivant 4 carottes, en évitant tout apport extérieur qu'on va nourrir l'humanité, hein. Il est clair que la France, c'est d'ailleurs comme ça que je suis arrivé sur la question sciences et technologies, parce que je suis médecin, et quand j'étais député, je ne m'occupais pas beaucoup d'énergie, je suivais le film sans plus. Par contre, j'étais passionné par ce qui s'est passé sur les biotechnologies et le génie génétique. Que s'est-il passé? Il y a un faucheur volontaire qui s'appelait José Bové, qui a fauché la filière française. Et nous étions parmi les tout premiers au monde dans cette filière. Or, comment pourra-t-on relever le défi de l'alimentation pour 9 milliards d'individus? Comment peut-on relever le défi du stress en eau, du réchauffement climatique, si ce n'est en faisant évoluer les plantes, les végétaux, de telle manière qu'ils consomment moins d'eau, qu'ils aient besoin de moins d'eau, qu'ils résistent à tel ou tel. De la même manière, pour se protéger d'un excès de produits d'intrants chimiques, pour lutter contre les ravageurs, c'est là encore en agissant sur le génome de ces plantes. Alors, depuis qu'on a inventé, et d'ailleurs il y a une des Françaises qui a été obligée d'aller faire son invention à l'étranger, depuis qu'on a inventé le ciseau génétique qui s'appelle CRISPR-Cas9, eh bien on peut de façon extrêmement précise modifier le génome des végétaux pour leur donner des propriétés qui permettront de relever ces défis. Et la France, elle n'est plus dans cette compétition. Parce qu'on est venu arracher les travaux des chercheurs en leur disant non, non, ça c'est pas bien, on n'en veut pas. Bon, ne faisons pas la même chose, évidemment, avec le nucléaire. Il y a dans ces attitudes qui sont anti-sciences, il y a une dimension sectaire, au sens secte. Comment ça marche, une secte? Une secte, ça fait passer une idée, ça manipule son auditoire, ça persuade, ça procède par amalgame. Le nucléaire civil et le militaire, c'est pareil. Tous les accidents nucléaires, ça fait des milliers de morts. C'est comme ça qu'on manipule une personne, un ensemble de personnes, une opinion publique. Le sectarisme, qui existe évidemment en opinion, qui existe dans tous les régimes totalitaires, c'est ça. Donc, c'est un sujet qui m'a passionné, que j'ai travaillé, puisque dans mon parcours parlementaire, j'ai mis 12 ans à faire modifier la loi de manière à ce que les psychothérapeutes autoproclamés ne puissent plus, c'est-à-dire qu'ils n'avaient aucun diplôme, aucune connaissance validée par des diplômes en psychologie, ne puissent plus mettre la plaque psychothérapeute. J'ai donc côtoyé de près ce monde de la manipulation. Je le retrouve dans ce qui s'est passé au niveau notamment des OGM et de l'énergie. Si la salle a des questions, n'hésitez pas à vous manifester. Question. Merci Monsieur Accoyer déjà d'être là et pour votre exposé qui a été très clair et très pertinent. Je voudrais revenir sur vos propos concernant l'écologie politique qui serait aujourd'hui dogmatique. Il faut quand même reconnaître que cette écologie politique, elle a quand même une assise scientifique, une certaine crédibilité scientifique que les Républicains n'ont pas. Je pense notamment à certains think tanks comme le Shift Project qui avait adoubé entre guillemets le programme de Mélenchon en 2022, par exemple. Et c'est pour ça que cette écologie politique, il a une certaine popularité, notamment auprès des jeunes et dans des villes dynamiques et jeunes. Je pense notamment à Grenoble, Lyon, mais Annecy, qui est aujourd'hui un maire ELV. Du coup, pourquoi est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les Républicains et d'autres partis de droite n'arrivent pas à imprimer au sein de l'opinion un discours écologique qui soit crédible et qui soit aussi scientifique, puisque vous venez de ce parti républicain? Et comment est-ce qu'on peut construire une écologie qui soit aussi une écologie qui puisse se concilier avec le libéralisme économique, ce que beaucoup de scientifiques et de vrais scientifiques aujourd'hui n'ont pas contredisent, mais disent que ce sera forcément pas si facile que ça. Tout à l'heure, je crois que j'ai dit l'essentiel. L'écologie politique a fait un truc absolument génial. Elle s'est approprié le nom d'une science, l'écologie. Mais ces scientifiques eux-mêmes, ils avaient cette écologie politique. Je vais répondre.
Alors, les scientifiques, ils ont toutes les opinions. Vous en avez qui sont pour telle ou telle technologie, qui ont telle ou telle opinion politique, et c'est très bien, ce pluralisme est notre richesse. L'écologie politique la plus radicale ne s'appuie pas, en tout cas c'est mon opinion, sur des données scientifiques susceptibles de résoudre le problème de l'humanité. Peut-on imaginer que des populations dans des États accepteront qu'on leur coupe le courant et qu'ils aient de l'électricité que quelques jours par jour, ou qu'ils aient de l'électricité que quand il y aura du vent? Ou bien que leur industrie périclite parce que l'électricité sera beaucoup plus chère que dans d'autres pays, dans tous les autres pays du monde? La réponse est non. Et une fois que les peuples sont dans de telles circonstances, eh bien tout peut arriver, y compris accepter des régimes qui promettent n'importe quoi, qui sont des régimes autoritaires. Et je le dis comme je le pense, si l'Europe ne change pas sa ligne sur le plan énergétique, si elle n'ouvre pas les yeux sur le caractère incontournable pour résoudre les problèmes énergétiques et la décarbonation qui sont les nôtres, nous connaîtrons une crise industrielle, économique, sociale et politique. C'est tout. Et je pense que la décroissance, ce n'est pas ce que veulent les peuples. D'abord parce que dans la décroissance, les plus riches s'en sortiront toujours moins mal que les plus pauvres, et donc il y aura des révoltes. On le voit bien, là, il y a la révolte à la fin, il peut y avoir aussi des révoltes. Il y a eu un truc, c'est marrant, en Suède. En Suède, ils sont en train de changer, ils reviennent au nucléaire, la Suède. La Suède était un pays nucléaire qui a décidé d'en sortir, il y revient. Il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'à force de fermer quelques centrales, ils n'ont plus assez d'électricité. Donc, le gouvernement, pour essayer de limiter les importations d'électricité carbonée, a recommandé aux ménagères de ne pas passer l'aspirateur n'importe quand. Et il y a eu ce qu'on a appelé la révolte des aspirateurs. Je vous dis ça pour vous faire rire, mais ça veut dire que dans nos pays, on n'accepte pas qu'on touche trop à notre confort et développer les nouvelles technologies. Mais c'est l'histoire de l'humanité. Développer des activités industrielles qui n'auront pratiquement plus besoin de matières premières parce qu'on recyclera tout. Développer une véritable économie circulaire, c'est énormément d'emplois, c'est de la croissance. Alors vous allez me dire, la croissance, c'est obligatoirement de la pollution. Bien non, c'est ça qu'il faut inverser. Voilà ce que je peux vous répondre. Bien sûr, je ne prétends pas avoir une réponse à 100%, mais j'essaye d'être simplement logique et d'observer ce qui se passe quand on coupe le courant à quelqu'un, quand on l'appauvrit. Parce que si nous n'avons pas une électricité bon marché en Europe, notre industrie va partir. Et qu'est-ce qui fait la richesse des États? C'est la production de biens de consommation. Et les productions partent tout en Asie, comme ça commence quand même à se faire, ou aux États-Unis. Ça va être difficile. Très bien, merci beaucoup. D'autres questions? Une question là-bas. Je vais me permettre de parler sur le micro. Merci déjà pour cette première heure de conférence, c'était très intéressant. Comme vous l'avez expliqué, l'énergie nucléaire, c'est une énergie propre qui doit nécessairement faire partie du mix énergétique français pour que la France respecte les exigences de ses engagements. Mais aujourd'hui, ne pensez-vous pas que le nucléaire a atteint son pic d'efficacité, dans le sens où la problématique du refroidissement de l'eau va devenir de plus en plus présente en France, avec l'épuisement de certains fleuves comme le Rhône? Et une deuxième question, peut-être un peu plus positive, pensez-vous que l'innovation, et je dirais même l'innovation scientifique, peut faire face à la décroissance dont parlait par exemple Hassan, et qui est soutenue par de nombreux scientifiques et ingénieurs? Alors, sur l'innovation, oui, je viens d'y répondre, je pense. Je pense que l'innovation, c'est des nouveaux champs, c'est fantastique. Vous voyez, simplement pour relancer la filière nucléaire, c'est 100 000 emplois. Bon, donc ça, c'est ma conviction. Sur le problème du réchauffement climatique et du changement du régime des fleuves, les ondes de fond de glaciers, entre autres. Alors, il faut savoir que c'est un sujet qui est réellement abordé par la filière, mais qui n'a pas la gravité pressante que certains voudraient lui donner. Il y a deux types de refroidissement.
il y a les refroidissements, parce que comme ça dégage énormément de chaleur, la fission. Il n'y en a qu'une partie qui est transformée en vapeur et qui fait tourner les turbines. L'autre, elle est dispersée. Et donc, il y a deux systèmes qui refroidissent les réacteurs. Il y a un système dit ouvert, où on prend l'eau en amont, dans la rivière, ou dans la mer, et on la rejette en aval ou un peu plus loin dans la mer. Mais ça, on n'en construit plus, et il n'y a plus beaucoup de réacteurs comme ça en France, sauf en bord de mer. Et puis, il y a l'autre système de refroidissement, qui est celui avec les tours aéro-réfrigérantes, qui sont ces grandes tours, qui existent aussi d'ailleurs pour les centrales à charbon, les centrales à gaz. Et c'est pareil, qu'on s'en prend au nucléaire, mais enfin, il faut aussi le refroidir de la même façon pour d'autres types d'énergie. Et donc là, la consommation d'eau est minime et les rejets en termes de température sont minimes. Néanmoins, la question est réelle, il faut l'aborder, il faut la préparer, et la filière s'y prépare avec des réponses qui sont des baisses de puissance momentanée, des autorisations de rejeter de l'eau un petit peu plus chaude. Puis il y a d'autres technologies qui sont en réserve et qui pourront être déployées. Bien entendu, la question ne se pose pas en bord de mer. Puis il y a aussi l'évolution de ce qu'on appelle les petits réacteurs, small modular reactors, qui ne posent pas les mêmes problèmes. Donc il y a des solutions, mais c'est une vraie question que la filière aborde avec réalisme, mais qui ne peut pas être considérée comme disqualifiant le nucléaire. De la même manière que la sûreté des installations nucléaires ne peut pas être considérée comme disqualifiante. Il n'y a aucune activité industrielle qui soit autant contrôlée. Tous les pépins sont répertoriés, on en tire des leçons et on améliore la sûreté. Il y a eu 3 accidents au monde. Un, je crois, en 1983 aux États-Unis, Three Island, où il n'y a pas eu de victimes. Il y a eu un deuxième accident très grave, qui est Tchernobyl, avec une technologie qui n'est plus utilisée depuis bien longtemps en France, et alors que l'URSS était en phase terminale, si on peut dire, avec des fautes de conduite de la machine qui étaient considérables. Là, il y a eu des morts, pas autant que ce qu'on vit, mais il y en a eu. Et puis, il y a eu Fukushima, mais Fukushima, c'est le dynamique qui a tué. L'explosion, c'était l'hydrogène, ce n'était pas une explosion nucléaire. De la même façon que les déchets ne peuvent pas disqualifier. Pourquoi? Parce que les déchets, d'abord, les déchets, c'est quoi? Il y en a 2 catégories. Il y a ceux à longue activité et ceux à courte ou moyenne activité, ou courte activité. Les déchets à longue activité et intense, depuis qu'on développe le nucléaire en France, ça tient dans le volume équivalent à celui d'une piscine olympique. C'est un problème qui est contenu. Tous les déchets nucléaires, qu'ils soient médicaux, issus de la recherche ou bien de l'exploitation de réacteurs électronucléaires, ils sont répertoriés au jour le jour, on les connaît, on sait où ils sont. Et donc, le stockage ultime, il y a un projet, qui est un projet d'enfouissement en zone géologique profonde, à Bure, en Lorraine. C'est un procès qui est retenu au niveau international comme parfaitement sûr, à 500 mètres de profondeur, entre des zones qui n'ont pas bougé des centaines de millions d'années. C'est ce qui est mis en œuvre en Finlande et qui est en train d'être mis en œuvre en Suède. Donc, bien sûr que le nucléaire, c'est une technologie qui mérite des précautions. Bien sûr que si on fait n'importe quoi, ça peut être dangereux. Mais aucune activité industrielle ne présente pas de risque. Et aucune n'est autant surveillée, et c'est une très bonne chose, que le nucléaire. Quant aux déchets, il y a des centaines de millions de tonnes de déchets industriels hautement toxiques qui sont dispensés partout dans le monde. Encore aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait une étude qui était sortie sur les effets de la pollution sur la santé, avec des nombres de victimes considérables. Une des principales sources de pollution en Europe, c'est la production d'électricité par le charbon. Très bien, merci beaucoup. On avait des questions ici. Allez-y. Oui, bonsoir, merci pour votre intervention. J'avais une question qui concerne. Alors, vous avez bien expliqué, je pense que tout le monde est d'accord ce soir ici pour dire que le nucléaire est nécessaire pour faire face à la crise environnementale et au réchauffement climatique. Pour ma part, à mon sens, il n'est pas suffisant. Il y a un mot qu'on n'a pas entendu.
c'est le mot de sobriété. Vous avez parlé, par exemple, de la nécessité des membres du gouvernement à se faire former sur la question. On voit des intervenants comme Valérie Masson-Delmotte qui commencent à intervenir, à prononcer ce mot, cette nécessité en vue d'une décroissance. Et je sens d'entendre dans votre discours plutôt l'inverse, parce qu'on sait, une histoire moderne ou plus ancienne, que les énergies ne se substituent pas, elles s'ajoutent. Donc quand bien même on aurait les réacteurs de dernière génération qui tourneraient aujourd'hui dans le régime, je ne suis pas sûr qu'on arriverait à résoudre le problème des émissions de CO2 si on n'aborde pas aussi la question du côté des économies d'énergie et de la sobriété. Alors, je l'ai dit, j'ai parlé d'économie d'énergie. Hein. Je dis, je pense que vous avez entendu, je l'ai prononcé. Je n'ai pas dit le mot sobriété. Je conviens. Mais le mot sobriété, c'est un artifice de communication. Ça veut dire quoi, la sobriété? Ça veut dire, écoutez, ça veut tout dire. Hein. C'est soit je diminue un tout petit peu, soit demain, vous n'en aurez pas assez. Et c'est toute cette ambiguïté. Mais on est tous d'accord pour faire des économies. Moi, personnellement, je trouve que franchement, qu'on autorise encore des véhicules qui pèsent, particuliers, qui pèsent plus d'une tonne et demie, ça me paraît complètement déraisonnable. Hein. On a des technologies pour faire des voitures légères, des questions de vitesse et des tas de choses qui peuvent être améliorées. Mais je suis un partisan de l'économie, bien entendu. La numérisation des usages va permettre de développer beaucoup d'économies. La gestion de l'électricité d'une pièce à l'autre, le chauffage d'une pièce à l'autre, chauffage électrique évidemment, parce que c'est pas de CO2, et ensuite c'est pilotable de façon... Il y a énormément de poches qui permettent de diminuer la consommation. Mais attention, il y a deux discours. Il y a le discours qui est honnête, qui dit qu'il faut tout faire pour consommer au plus juste, et puis il y a le discours qui dit on va vous faire payer l'électricité tellement cher que vous allez moins en consommer. Là, je vous dis, c'est la révolution. Parce que ici, vous suivez les choses, donc vous êtes bien persuadés qu'il faut faire quelque chose, mais il y en a qui sont dans des situations où c'est au jour le jour et où leur nécessité, leur besoin, voire leur confort n'est pas négociable. Donc il faut trouver la voie. Dans une démocratie, il faut trouver quelque chose qui soit accepté par la population, autrement, elle va se débarrasser de ceux qui ont pris les clients. Et je comprends très bien ce que vous dites, je suis d'accord avec vous. Hein. Très bien. Une autre question éventuellement. On avait une question de monsieur. Oui, moi je peux peut-être parler assez fort. Vous avez parlé de l'énergie nucléaire et vous n'avez pas parlé de la fusion. De la fusion. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez? Parce que quand on parle d'innovation, on parle de la fusion. Alors j'ai deux questions derrière. C'est quelle perspective voyez-vous dans la fusion? Et que pensez-vous du financement actuel de la fusion par rapport justement au financement sur le nucléaire ou autre chose? Voilà, ce n'est pas un secret parce que nos amis ont bien exposé que je ne suis pas ingénieur, ni scientifique. Je suis la question, mais avec mes connaissances de base. D'après ce que me disent tous les scientifiques, la fusion, elle est au stade de la recherche. Donc il y a un instrument géant de recherche qui s'appelle ITER, Cadarache, qui est le résultat d'ailleurs d'un investissement et d'une participation financière annuelle d'ailleurs remarquable de très grand nombre de pays, parmi lesquels des pays tels que la Chine, tels que la Russie, mais aussi toute une foultitude de pays, le Japon, etc., qui visent à provoquer la fusion, ce qui exige de réunir des conditions physiques extravagantes en termes de température notamment, et on pense qu'on y arrivera, mais d'abord on n'est pas absolument sûr d'y arriver. Et deuxièmement, une fois qu'on l'aura fait dans un laboratoire, fût-il géant ou fût-il beaucoup plus petit, parce qu'il y a de nombreux laboratoires de taille beaucoup plus réduite qui font des travaux et qui obtiennent déjà des résultats qui sont significatifs, avant qu'on en passe à un stade industriel et qu'on le développe, il s'écoulera certainement de très nombreuses décennies. Donc, peut-on bâtir un avenir sur des hypothèses?
C'est un peu ce qu'on a fait quand les tenants des énergies renouvelables ont dit bon, c'est pas grave, le stockage, on va développer des technologies. Après, les effacements, on développera des programmes, etc., etc. Les batteries des voitures, ça servira à mettre de l'électricité dans l'ascenseur. Bon, quand on touche à l'énergie, et en particulier à l'électricité, qui est devenue le sang de l'économie des pays modernes, tout dépend de l'électricité, absolument tout, eh bien, on ne peut pas avancer sur des hypothèses technologiques, parce qu'on ne sait pas si elles arriveront, si elles seront développées, si elles seront sûres. Donc la fusion, il faut y travailler, bien entendu. Ce que l'on peut croire, ce qu'on peut penser, c'est qu'après la troisième génération, c'est des réacteurs qui sont des réacteurs très sûrs, ce sont les EPR, il y aura immanquablement la quatrième génération, qui permet quand même d'attendre longtemps, hein. Et puis probablement on arrivera à la fusion, mais ça, je ne suis pas certain que même les plus jeunes d'entre nous la connaissent. En tout cas, il y a peu de probabilité qu'ils la connaissent au stade industriel. Avoir construit des centrales à fusion. Mais de toute façon, ça rejoint la plus profonde de mes convictions, c'est que l'homme est fait pour chercher et pour trouver, et c'est son histoire. Et quand on voit l'évolution des technologies, je suis suffisamment vieux pour avoir pas très loin d'ici pratiqué métier, et voir maintenant les instruments d'exploration, de diagnostic, de traitement dont on dispose, pour dire que tout ça est fabuleux, que ça va à une vitesse extraordinaire, c'est enthousiasmant. Très bien, merci. On avait une autre question ici. Vas-y. Merci monsieur. Vous parliez tout à l'heure de la fermeture des centrales comme des décisions politiques. Ce qu'on a pu voir en Allemagne, mais également en France avec Fessenheim, avec l'opposition récente entre M. Sarkozy et Hollande lors de la commission d'enquête également. Quelle a été votre réaction à vous en tant que politique après le tsunami et l'accident survenu à Fukushima en tant que président de l'Assemblée nationale? J'ai été assez rapidement sur les lieux. J'étais encore élu quand j'y suis allé. Ce qui était très impressionnant, c'est de voir des bateaux qui étaient échoués à plusieurs kilomètres au milieu des terres. Et la violence de ce tsunami, la puissance de cette vague absolument gigantesque. Mais, je ne suis pas allé à proximité de la centrale, mais je suis allé dans la région. Bon, ce que je pense, c'est que les Japonais ont construit une centrale sur une des zones, une des failles les plus actives de la planète. Deuxièmement, ils avaient un système de contrôle de sûreté nucléaire qui n'avait rien à voir avec d'autres, d'ailleurs, où les exploitants avaient une place probablement trop importante. On a vu. Du coup, les précautions qui avaient été prises contre un tsunami étaient insuffisantes. Et la digue a été dépassée et les diesels ont été d'ultime recours, plutôt les diesels ont été de secours, pardon, ont été noyés. Bon, et c'est après, c'est la fusion thermique. Bon. Mais depuis, qu'a fait l'industrie nucléaire mondiale? Elle a tiré les leçons de l'accident de Fukushima. Et par exemple, en France, où on n'a pas de zone sismique importante, il peut y avoir notamment dans les Alpes quelques mouvements, en France, il y a tout un programme qui a, pour vous dire la différence entre les États-Unis et la France, le post-Fukushima en France, ça doit être 10 fois plus d'argent par réacteur qu'aux États-Unis. Donc, une source d'application qui a été développée, et puis également des diesels de petit recours. Donc, il faut tenir compte de tout ce qui arrive pour renforcer toujours la sûreté des installations. Merci beaucoup. Allez-y, posez Madame. Non, merci beaucoup pour cet exposé. Vous avez parlé de la complexité de la décision, notamment dans les domaines techniques et de l'éclairage scientifique qui pouvait être apporté. Moi, je suis secrétaire des commissions locales d'information sur le risque nucléaire en Isère. J'en profite pour vous dire que Trémalville, c'est dans l'Isère, c'est pas dans l'Ain. Voilà. Donc, Superphénix, c'est bien dans l'Isère. Je suis content parce que j'aurais appris quelque chose. Voilà. Or, ce qu'on constate régulièrement, c'est quand même la difficulté à mobiliser le grand public sur les réunions publiques obligatoires annuelles, etc., sur des sujets qui pourtant concernent le nucléaire et qui concernent tout le monde.
Moi, j'aurais voulu un petit peu votre point de vue en tant qu'ancien élu, notamment là-dessus, sur cette difficulté à toucher les citoyens sur ces sujets, notamment dans des instances qui existent. Il y a des membres des CLIP d'Isère qui sont là et qui voient bien la difficulté à mobiliser les citoyens au quotidien sur ces sujets. Merci. Alors, les commissions locales d'information, les CLI, ce sont des commissions où il y a des citoyens, des représentants d'associations qui sont réformés sur la vie de la centrale, ses problèmes, ses intentions, ses projets, etc. C'est ça. Oui, voilà. Bon, c'est une volonté de transparence parce que la filière n'a rien à cacher et que c'est le meilleur moyen d'éviter les peurs. En fait, on a peur de ce que l'on ne connaît pas. Quand on commence à savoir un peu comment ça se passe, on est moins inquiet. Et donc, oui, quand ça marche, vous avez seulement quelques bonnes volontés et puis beaucoup d'activistes. Je résume en caricature. Voilà. Donc, j'ai été maire longtemps d'une commune. Quand il n'y a pas de problème, il n'y a personne dans les réunions. Ah oui, oui, je vous confirme. Donc, quand il y a du monde, c'est mauvais temps. Bien, merci. On prendra encore 2 questions. Donc, allez-y, monsieur. Je vais peut-être être un peu provocateur, excusez-moi, mais bon. En tant qu'ancien EDF, je suis assez motivé par la politique énergétique de la France et ce qu'on en a fait. Donc, ce que je voulais dire, c'est que compte tenu de l'incompétence de nos derniers dirigeants politiques en matière de politique énergétique, excusez-moi, je ne suis peut-être pas politiquement correct, disons, imprévision de nos derniers dirigeants en matière de politique énergétique et des conséquences désastreuses que l'on a dans notre vie de tous les jours, tout ce qu'on a vécu là, la hausse des prix, l'électricité et tout ça. Ne pensez-vous pas qu'un procès public serait une bonne chose, non pas pour obtenir une condamnation de ces gens-là, parce que de toute façon, ça ne changera rien, mais surtout pour que le public prenne connaissance et qu'on ne refasse pas les mêmes bêtises, c'est-à-dire qu'on ne tienne pas compte de l'avis des scientifiques dans les prochaines décisions à venir. Parce qu'on a des tas d'importantes décisions à venir, en particulier l'automobile, et je vois qu'on est déjà face au mur, quoi. Alors, la commission d'enquête sur la recherche des causes de la perte de souveraineté et d'indépendance de la France en matière énergétique est un travail qui a été conduit par 2 jeunes parlementaires, un de la majorité, un de l'opposition, qui est un travail remarquable. J'aurais aimé qu'ils aillent plus loin, mais c'est un travail remarquable. Et les conclusions et les recommandations de ce rapport méritent d'être suivies et évaluées dans leur suivi chaque année. Donc, quant à condamner ceux qui ont fait des erreurs, qui s'est révélé, alors il y a des politiques. Ce sont des politiques qui font des choix politiques. Et puis, il y a ceux qui sont chargés de les informer. Monsieur le ministre, vous voulez fermer 14 réacteurs, je vous informe que le système ne marchera plus et que les Français n'auront plus d'électricité si on les ferme. Soit le ministre il reste, soit le ministre il écoute, soit le ministre il n'écoute pas. Ce collaborateur, il peut peut-être de temps en temps faire un peu de bruit. Je suis assez sévère par ces hauts technocrates, dont certains sont toujours en place, qui ont laissé faire des politiques qui n'y connaissaient rien dans l'énergie. Hulot n'y connaît strictement rien dans l'énergie, mais rien du tout. Il avait quand même des ingénieurs, des polytechniciens dans ses services. Ils ont peut-être dit à Hulot, ça ne va pas aller, mais ils sont restés. Bon. Il y a quand même... je suis très préoccupé par cette situation. Et ils existent encore, ces gens-là. Puisqu'on parle toujours de ses amis, le directeur général de l'énergie et du climat, la DGEC, la Direction générale de l'énergie et du climat, il est en place depuis 10 ans, directeur général, et il a donc laissé faire toutes ses erreurs, toutes ses fautes. J'essaye de rentrer, madame, dans le comité de pilotage du PNG-EDR. Eh bien, nous, on n'est pas pris, parce qu'il n'y a que des activistes négatifs. Donc, vous avez compris qui j'étais, et il n'est pas sorti de l'auberge. Mais ils sont toujours là. Et que disait Einstein? Il disait, on ne résout pas les problèmes avec les gens qui les ont créés. Donc, malheureusement, les gens qui ont créé les problèmes sont toujours là.
le chef de pôle à l'Élysée, énergie, environnement ou environnement-énergie, s'appelle M. Caraco. C'est un ancien collaborateur de Nicolas Hulot. Si vous allez chercher sur Twitter, vous verrez qu'il explique que le nucléaire émet du carbone comme les énergies fossiles. Il y a un vrai problème. Quand je dis les choses, mon passage par les différentes étapes de ma vie me donne un angle de vision. Je ne suis pas très apprécié par tous ces gens-là, ils se m'amusent. Bien, on prendra une dernière question. Vas-y, Hassan. Du coup, je voudrais enfin revenir sur un point dont vous parlez très brièvement pour enlever l'humeur parce qu'on n'est pas forcément tout le temps. Et c'est une impression que j'avais déjà quand j'avais écouté vos discours avant, pour le préparer, et quand je vous écoute, ça se confirme en fait. J'ai l'impression que vous faites l'apologie du technosolutionnisme. Je ne sais pas si vous savez forcément ce que c'est. Mais il y a beaucoup de climatologues aujourd'hui qui le pointent du doigt comme une nouvelle forme de climato-scepticisme. C'est un peu dire que la technologie, que l'homme, que l'invention de l'homme va forcément résoudre le problème écologique comme ça a résolu beaucoup d'autres problèmes dans l'histoire de l'humanité. C'est un peu une façon de contourner le problème, rhétoriquement parlant. Le GIEC d'ailleurs, qui représente un peu le consensus scientifique, il faut l'avouer, souligne la nécessité non pas la possibilité, mais la nécessité d'au-delà de changer notre production énergétique, de changer aussi nos habitudes de consommation et nos habitudes de production. Et je voudrais reprendre aussi le parallèle que vous dressiez dans votre essai, un homme politique peut-il toujours dire la vérité, quand vous parliez d'un médecin. Oui, ben je voudrais reverser le parallèle. Est-ce que vous n'êtes pas aujourd'hui le médecin qui va au malade, au patient qui est la France, qui est en phase terminale et qui va tout droit vers la crise climatique, qui va être vraiment un choc dans le prochain siècle et qui lui raconte une belle histoire? Merci, j'aime bien votre question et votre cheminement. Puis en plus, je vous félicite pour vos lectures. Alors oui, moi je crois aux solutions techniques. Oui, bien sûr. Ma vie de médecin, ma vie tout court m'ont appris qu'on ne résout les problèmes qu'avec une solution technologique, chimique. Bien sûr, il y a toujours des solutions. Est-ce que la technique doit faire oublier l'éthique? Est-ce qu'elle doit faire oublier la morale? Évidemment non. Bien sûr que non. Et je pense que c'est pas ce que l'on peut dire. Alors, ça n'est pas du tout. Je ne suis pas un climato-sceptique. Hein. Vous avez entendu ce que je vous ai dit sur la rapidité du. Je ne suis pas sûr que vous ayez jamais entendu les chiffres que je vous ai donnés. Que ça se réchauffait 50 à 100 fois plus vite. Vous l'aviez déjà entendu? Si. Ouais, bon, enfin voilà. C'est pas très courant. Mais c'est vrai qu'il y a le feu à la maison. Et donc, c'est ce qui me rend encore plus furieux quand je vois qu'on freine à l'utilisation, au développement d'une énergie qui répond à la première urgence, qui est celle du réchauffement climatique. Ça, Et je crois que derrière ceux qui dénoncent le technosolutionnisme, dont je me défends, il y a quand même une vision décroissante de la société. Et alors là, c'est une grande différence que j'ai. Si on n'a pas de croissance, on va régresser. Le principal problème qui est devant nous, c'est comment avoir de la croissance en diminuant les effets négatifs anthropiques, c'est-à-dire la consommation d'énergie fossile, les émissions de gaz à effet de serre, la consommation de matières premières et les pollutions. C'est ça le débat. Eh bien, sur ces trois sujets, les solutions sont éminemment scientifiques. Le recyclage, la transformation des produits qui ont déjà eu une première vie, le prolongement d'utilisation de telle ou telle machine, l'évolution de l'agriculture, c'est de l'agronomie, hein, c'est de la chimie, c'est de l'agronomie, c'est du génie génétique. Il n'y a pas eu d'étape dans la vie de l'homme dans lesquelles l'homme a vaincu quelque chose sans que c'était une solution scientifiquement, rationnellement construite. Voilà, c'est ma conviction. Après, c'est un débat formidable. Mais je le double de mon expérience politique, qui fait que si on met trop de contraintes à un peuple, il se révolte. Et ça sera pire après. Merci.
Très bien. Merci beaucoup. On va clôturer cette conférence. Je voudrais remercier Grenoble École de Management de nous permettre d'organiser ces événements à GEM en débat. J'aimerais également remercier nos partenaires, donc le Crédit Mutuel, Oresis, ainsi que Procter & Gamble pour nous soutenir tout au long de l'année dans nos événements. Et bien sûr, un grand merci à M. Accoyer pour avoir pris le temps de s'être déplacé au sein de notre école pour parler de son expertise dans le domaine du nucléaire. Et merci à tous pour votre implication et vos questions à notre invité. Donc, bonne soirée.